Vous savez, j'ai un problème. Ça fait un moment que je tiens cette chaîne et parmi toutes les vidéos, il y a un type de personnage qui revient régulièrement, le guerrier japonais. Le Japon, c'est quand même un pays qui a eu la fâcheuse tendance à être en guerre civile à peu près tout le temps. Alors autant vous dire qu'ils sont centraux dans l'histoire de l'archipel. Le souci, c'est qu'à force d'en parler, je me suis rendu compte qu'on est passé à côté de quelque chose d'important. Si je m'amusais à faire un jeu avec vous, où je vous montre des images de guerriers, je suis certaine que la plupart d'entre vous ne seraient pas capables de me donner d'autres noms plus précis que samouraï ou à la limite bushi pour les désigner. Évidemment, je dis ça en partant du principe que vous êtes un curieux mais pas un spécialiste de l'histoire du Japon. Quoi qu'il en soit, je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. J'avais déjà fait une vidéo pour ne plus confondre bushi et samouraï, mais des types de guerriers au Japon, il y en a beaucoup plus. Le Japon, c'est des milliers d'années d'histoire, d'évolution, de conflits, d'évolution technologique et d'évolution sociale. Et le guerrier, lui, est au centre de tout ça très rapidement. De la même façon qu'en 200 ans d'histoire militaire européenne, on est passé de ça sous le Premier Empire, puis sous Louis XVIII et Charles X, à ça en 2025, oui, on peut dire que le temps fait vraiment évoluer les unités militaires. Et les guerriers japonais, c'est pareil. Alors aujourd'hui, on va faire un truc ensemble. On va faire un véritable tour d'horizon des différents guerriers japonais. Quelles sont leurs spécificités? Quelles armes ils utilisaient? À quelle période? Et surtout, si ce ne sont pas de simples samouraïs, comment on les appelait? Après cette vidéo, vous serez incollable. Je ne sais pas vous, mais moi quand je pense à un moine, je pense avant tout à une vie monastique stricte, en paix et en équilibre avec soi-même et où l'on dédie sa vie et ses activités à la religion. C'est ce que l'on peut retrouver en Occident, bien sûr, mais aussi dans d'autres cultures comme en Asie. Et si la pop culture leur a surtout prêté des compétences de grands maîtres en arts martiaux, on est encore loin des sohei, littéralement des moines guerriers. C'est un concept purement japonais puisqu'il n'a pas existé en Extrême-Orient d'autres puissances religieuses aussi militarisées qu'eux. Quand ils existaient encore durant le Moyen-Âge japonais, on parlait d'eux comme des hakusho, littéralement des mauvais prêtres, mais on peut aussi trouver des traductions parlant plutôt de prêtres féroces. En fait, le terme de sohei est beaucoup plus tardif. On le retrouve utilisé durant l'époque Edo, à partir du XVIIe siècle, donc largement après leur existence. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le Japon, durant son histoire médiévale, c'était pas du tout un pays sûr. Le pays était en guerre constante et chaque province, chaque voisinage entretenait des rivalités qui se terminaient souvent dans le sang. Les monastères, eux, ont des domaines, des terres, des richesses, autant de trésors qu'il faut protéger contre des voisins qui aimeraient bien s'en emparer. Du coup, pour un monastère, il y avait deux types de moines. Les moines portés vers la spiritualité, l'étude, la méditation, les écrits, etc. Et les autres qui s'occupent de tâches plus concrètes comme l'organisation monastique, l'entretien, l'administration, mais aussi la défense des propriétés du monastère. Certains monastères entretiennent d'ailleurs de véritables armées professionnelles de plusieurs milliers de moines guerriers capables non seulement de se défendre, mais aussi de contre-attaquer, si bien que beaucoup de seigneurs de guerre essaieront plutôt de se mettre dans la poche ces moines guerriers comme des alliés plutôt que d'en faire des ennemis potentiellement mortels. Bon, pour le prochain, on va parler de pirates. Et autant vous le dire tout de suite, c'est One Piece le truc. Ils étaient absolument pas anecdotiques, étaient redoutés de toutes les côtes de l'Asie orientale. Pourtant, quand on pense à pirates, on pense plutôt aux pirates de la pop culture, plutôt occidentaux. Mais l'Asie a eu son lot de forbans des mers. La plus connue, c'est sûrement Chingshi, cette femme pirate originaire de Chine, mais le Japon ne fait pas exception, bien au contraire. Et j'ose vous dire que le Japon a été l'un des bastions les plus actifs dans le milieu de la piraterie. Eux, ce sont les pirates Wako. Et oui, ils ressemblent aussi à ce que l'on pourrait appeler des samouraïs. Wako, en fait, c'est un terme péjoratif lancé par les élites chinoises pour désigner ces pirates japonais. Dans le mot Wako, le kanji wa était désigné surtout dans les textes chinois pour désigner le peuple japonais. Pour le second kanji, ko, c'est tout simplement l'idéogramme pour bandit. Mais mes sources, qui sont d'ailleurs toutes en description comme d'habitude, disent que le terme peut aussi vouloir dire bandit nain pour se moquer de la petite taille des Japonais de l'époque. En fait, il faut bien comprendre que la piraterie japonaise ne date pas d'hier.
Là où on s'imagine souvent les pirates avec l'âge d'or de la piraterie qui prend place tardivement, notamment autour du XVIe siècle, ici on peut remonter jusqu'au IXe siècle avec les raids sur les côtes japonaises de Fujiwara no Sumitomo. Ils naviguent à bord de kobaya, qui sont plus des barques XXL plutôt que de grandes frégates comme on pourrait s'imaginer, mais elles ont le mérite d'être agiles et insaisissables. Et ces pirates, ce sont surtout des gens sans le sou en vérité, voire même des guerriers, des bushis à moitié désœuvrés. Faut bien comprendre que ces pirates, c'est un gros regroupement de déçus de la société qui sont en quête de meilleures conditions de vie au travers d'une vie mobile et sans attache. La plupart du temps, ils vont effectuer des assauts très isolés, mais ils peuvent parfois s'organiser en de véritables flottilles. Et surtout, au fur et à mesure des siècles, ils vont se professionnaliser et s'étendre de plus en plus vers les voisins, notamment les côtes coréennes et chinoises, d'où ils deviendront un terrible fléau. Dès le XVe siècle, ils naviguent dans les seki bune, des navires beaucoup plus imposants avec des arquebuses Teppo et même des canons. Ils entrent alors clairement dans leur âge d'or et les raids sur les pays voisins, surtout la Corée, sont incessants. Et même l'Empire chinois tant redouté voit ses côtes être ravagées par ces pirates qui n'ont absolument peur de rien. Ça pouvait même être parfois des raids de 5000 types en armes qui emmènent parfois même des cavaliers qui débarquent sur tes côtes pour tout piller et mettre la population en esclavage. Bref, je vous ferai une vidéo spécialisée sur les pirates Wako car leur épopée est passionnante et beaucoup plus épique que vous pouvez le croire. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ici on parle d'histoire du Japon depuis presque 2 ans avec des sources d'historiens et un travail sérieux. Parlons-en des Hatamoto. C'est l'un des titres les plus prestigieux que peut avoir un guerrier et pourtant vraiment pas grand monde ne sait ce que c'est. Tout le monde parle du samouraï et à quel point il est beau, grand et honorable, mais je peux vous dire qu'un samouraï, il fait vraiment pâle figure devant un Hatamoto. Par contre, c'est un titre qui a beaucoup évolué avec le temps, alors je vais vous demander de vous accrocher un peu. À la base, autour du XIVe siècle, le Hatamoto c'est le quartier général pour le seigneur qui commande ses troupes directement sur le champ de bataille. Mais rapidement, au XVIe siècle, donc durant l'ère des seigneurs en guerre, les Hatamoto désignent les membres de la garde rapprochée du seigneur. Mais quand on parle de Hatamoto, on pense surtout à ce qu'ils deviendront à partir du XVIIe siècle, donc durant l'époque Edo, sous le shogunat des Tokugawa. Une incroyable période de paix et de prospérité, vous le savez, mais où le pouvoir est contrôlé par les guerriers, les fameux samouraïs. Le truc c'est que parmi ces guerriers, tous ne sont pas égaux. Dans une dernière vidéo où je vous expliquais pourquoi les samouraïs étaient pauvres, on avait bien vu que la vie d'un guerrier durant cette période de paix était très difficile, à la limite du dénouement total. Mais parmi cette caste de guerriers, les Hatamoto sont ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie. Ce sont les vassaux directs du shogun Tokugawa et à ce titre, ils étaient très souvent affiliés à sa garde rapprochée, mais aussi à de hauts postes de fonctionnaires. Dans un monde comme celui d'Edo, où la population monte jusqu'à 33 millions de Japonais au XVIIIe siècle, les Hatamoto, eux, sont à peine 6000. On parle donc vraiment de l'élite de l'élite. En fait, c'est littéralement le grade en dessous des daimyo, les seigneurs du pays. En plus des postes prestigieux qui leur sont réservés, ils ont des terres et des rentes plus importantes que celles des samouraïs. Ça les empêchera pas quand même de souffrir de cette époque, beaucoup plus tournée vers le commerce que les arts guerriers, mais parmi la caste militaire, c'est clairement les plus enviables et les mieux placés. J'enchaîne avec le Gokenin car il ressemble beaucoup au Hatamoto. Cette fois-ci, leur origine est pourtant beaucoup plus ancienne, puisque l'on remonte avant la période médiévale pour tomber durant la période Heian. C'est une période encore très impériale où l'empereur et sa cour ont encore tous les pouvoirs, donc pas encore de shogun et encore moins de samouraïs. Pourtant, une caste de guerriers commence petit à petit à se développer à l'écart de la capitale, et rapidement, les nobles de la cour voient un intérêt à embaucher ces guerriers pour les mettre à leur service et servir leurs intérêts. Ce sont des bushi, mais lorsqu'ils sont au service de ces nobles, ils deviennent des gokenin, littéralement des gens de la maison, des serviteurs quoi. En entrant dans la période médiévale avec les premiers shoguns sous l'époque Kamakura, les gokenin sont basiquement les futurs Hatamoto. Ce sont les guerriers au service direct de la sécurité du shogun et qui jouissent de divers privilèges et peuvent même avoir de hauts rôles administratifs. Mais lorsque le shogunat de Kamakura s'effondre aux alentours du XIVe siècle suite au mécontentement des guerriers eux-mêmes, le prestige et l'importance des gokenin décline largement. Quand le pouvoir général se stabilise durant l'époque Edo, encore une fois avec les Tokugawa, ils sont juste en dessous des Hatamoto en termes d'influence et de puissance. Alors c'est déjà pas mal, mais la grosse différence, c'est que les gokenin n'ont pas le privilège important de pouvoir demander audience directement au shogun en personne en cas de problème.
Forcément, il y a un peu plus de Gokenin et il tourne autour des 17 000 individus durant l'époque Edo. Mais beaucoup d'entre eux vont tomber dans la misère à mesure que l'importance des guerriers dans la société pacifiée de l'époque Edo décline. Alors Musha, on va être clair et concis. C'est juste un synonyme de bushi, donc un samouraï en gros. C'est littéralement une personne qui combat. Pourtant, il va avoir une évolution assez notable dans l'histoire militaire japonaise. Ce sont les Musha Dokoro du Xe siècle, les gardes d'élite de l'empereur. Ils sont entre 10 et 30 individus, toujours remplacés et qui sont dédiés à la protection, évidemment, de l'empereur. En fait, pas vraiment de l'empereur lui-même, mais de l'empereur retiré. C'est un concept qu'on n'a pas vu tant que ça sur cette chaîne, mais en gros, un empereur peut décider de quitter son poste d'empereur pour devenir un empereur retiré. Dans les faits, c'est plutôt avantageux car il garde son influence et une grande mainmise sur la cour sans avoir le côté cérémoniel et très chronophage. C'est pour ça que beaucoup d'empereurs retirés vont devenir de très bons politiciens et ces fameux Musha Dokoro protègent l'empereur retiré directement dans son palais. Leur équivalent pour l'empereur encore en poste, ce sont les Takigochi, littéralement les sergents de la cascade, et allez savoir pourquoi, mais ils étaient aussi en charge du jardinage des jardins du palais. Ils n'en étaient pas de mauvais combattants pour autant, car ils n'étaient pas pistonnés, mais sélectionnés sur un concours martial, notamment via des épreuves de tir à l'arc. Sachant qu'à l'époque, le tir à l'arc était vraiment la base de tous les combats, on se doute qu'ils étaient parmi les meilleurs archers de leur temps, donc clairement pas de petits rigolos, de très très bons guerriers. C'est avec les Mononofu que l'on va remonter le plus loin dans le temps, durant l'époque Yamato, autour du 3e et du 8e siècle, et autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup de sources vérifiables et documentées, et on se base surtout sur de l'archéologie. Les Mononofu, ce sont surtout des guerriers de l'époque Yamato. Ce qu'on sait, c'est qu'avant, d'une façon ou d'une autre, des chefferies se sont créées et se sont affrontées jusqu'à ce que l'une d'entre elles grandisse, pacifie les autres et donne une sorte de relative unité au Japon, avec comme point central la province du Yamato. Au sommet de cette hiérarchie, on a le prince, l'Ōkimi, qui gouverne les clans, les Uji. En général, ces clans avaient tendance à se spécialiser, par exemple les Nakatomi pour les questions religieuses, mais aussi et surtout les Hotomo et les Mononobe pour les affaires militaires. Et parmi ces clans guerriers, on a les Mononofu. Ces guerriers portent des armures très anciennes, qu'on appelle des Keiko, composées de fines lamelles de métal les unes contre les autres, un peu à la façon des Lorica segmentata romains. Et à cette époque, on oublie totalement les katanas. On est plutôt sur des lames de type Jokoto, c'est-à-dire les lames des périodes anciennes, souvent droites et à un seul tranchant avec une sorte de poignée un peu cassée. Mais ces combattants sont surtout connus pour leur farouche opposition au bouddhisme, qui à cette époque commence à peine à être implanté dans l'archipel. Autant les hautes autorités impériales l'adoptent assez vite, autant les clans guerriers comme les Mononobe voient cette religion d'un très mauvais œil. Ils voient ça comme quelque chose d'étranger, qui n'a rien à faire sur leur terre et qui menace l'équilibre naturel des kami. Ce clan, les Mononobe, sont vraiment les premiers, en tout cas documentés, comme ayant une conscience nationaliste et militante autour de ce qu'est l'identité japonaise. Cependant, les Mononobe finiront écrasés par le clan Soga, laissant les portes grandes ouvertes pour le développement du bouddhisme au Japon. Autant de conflits, de guerres et de guerriers bien avant l'arrivée et la naissance de ce qui deviendra les fameux samouraïs. Si l'image du grand guerrier japonais et du samouraï ont totalement rempli notre imaginaire des champs de bataille, ils ont en réalité totalement éclipsé un groupe pourtant beaucoup plus nombreux et beaucoup plus décisif, les Ashigaru. Pour bien comprendre qui ils sont, il va falloir remonter jusqu'à la période Muromachi. Ceux qui aiment le jeu vidéo Total War Shogun 2, vous savez très bien de quelle période je parle et vous êtes sûrement déjà très familier avec les Ashigaru. La période Muromachi, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent quand on parle de guerre de samouraï. Vous voyez les gens qui se tapent dessus en armure au travers de grandes batailles, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit la période Muromachi. Alors je vous la fais courte car c'est pas vraiment le sujet du jour, mais cette période se divise en deux, avec d'abord la période Nanbokucho, ou la période des deux cours.
jour. C'est une période où le pouvoir impérial en a globalement un peu marre de laisser la plupart du pouvoir aux guerriers. Alors cette cour va se scinder en deux, celle du sud contrôlée par l'empereur Go-Daigo et celle du nord de l'empereur Komyo, mais surtout contrôlée par le clan guerrier et shogunal des Ashikaga. Ces Ashikaga s'en sortent plutôt pas mal et vont même museler la résistance impériale, ramenant la paix au Japon au passage. Mais après l'assassinat du shogun Ashikaga Yoshinori, c'est le déclin et la guerre civile. L'autonomie des seigneurs explose et tout le monde se rêve en grand unificateur du Japon. C'est la seconde période, la période du Sengoku Jidai. C'est vraiment le moment Battle Royale ou Game of Thrones du Japon. Et c'est dans ce contexte que les Ashigaru vont nous intéresser. Il y a deux phases de Ashigaru. Les premiers, mi-15e siècle, sont des guerriers opportunistes qui rejoignent les armées de façon très informelle, parfois même sans que le commandement lui-même soit au courant, pour achever, prendre les duels faciles et tenter d'avoir des perspectives d'évolution ou de butin. Alors le plus souvent, ces combattants sont de jeunes paysans aventureux en quête de meilleures conditions de vie, de promotion ou juste d'aventure. Autant vous dire que c'est rapidement le bazar et que le taux de désertion était impressionnant. Mais rapidement, tout ça va se structurer et se réglementer. C'est la seconde phase. En fait, servir dans l'armée de son seigneur devient obligatoire. Le paysan travaille sur la terre de son seigneur et vit de celle-ci. Alors quand son seigneur a besoin de lui pour se battre, il prend les armes. Les paysans aisés qui possèdent leur propre terre et les gens qui travaillent dessus étaient tenus de venir aussi. Ils étaient alors appelés jisamorai, ou à défaut, ils devaient envoyer au moins des hommes ou du matériel. Mais ce système de recrutement était terriblement efficace, car à la fin, on a des champs de bataille de près de 150 000 hommes qui se tapent dessus. C'est absolument énorme pour la période. Et les Ashigaru, eux, sont 3 fois plus nombreux que les guerriers d'élite qui, eux, étaient à cheval. Et oui, pas de monture pour les Ashigaru, car ils veulent dire pieds légers. Ce sont des fantassins, généralement un peu équipés comme ils peuvent. Et oui, au début, les Ashigaru n'avaient pas forcément de chaussures ni de réelle protection. Ils avaient un petit peu le minimum syndical. Mais rapidement, les seigneurs de guerre vont se rendre compte à quel point ils changent tout sur le champ de bataille. Alors, leur équipement va se standardiser. L'équipement typique d'un Ashigaru, c'est d'abord un jingasa, c'est-à-dire une sorte de chapeau conique pour dévier les coups de sabre, mais qui peut même servir en tant que bouclier de fortune durant les duels désespérés. Mais aussi une armure dite Okashi Gosoku, c'est-à-dire une armure simple d'emprunt. Et bien sûr, une lance appelée Yari pour être utilisée lors de formations. Car oui, les formations, c'est la base pour un Ashigaru. On ne va pas laisser nos Ashigaru courir sur le champ de bataille sans but. Ils doivent rester ensemble et faire les manœuvres ensemble, comme le montre justement bien le jeu Total War Shogun 2. Ils portent aussi éventuellement un sabre, mais rapidement, ils vont être formés à porter des arquebuses Teppo, puisqu'à cette époque, la puissance tactique et stratégique de ces armes n'est déjà plus approuvée. Et à la fin, ces Ashigaru deviendront le nerf de la guerre, puisque la qualité individuelle des guerriers passera au second plan pour privilégier des troupes plus standardisées, nombreuses, commandées par des guerriers doués en stratégie qui font progresser leurs unités comme des pions sur l'échiquier du champ de bataille. Imaginez un peu, vous êtes un voyageur occidental du 19e siècle, installé au Japon depuis à peine quelques jours. Dans ce nouveau pays exotique à vos yeux, vous espérez voir les fameux samouraïs, ceux qui sont censés être au sommet de la hiérarchie sociale avec leurs fameux 2 sabres, leur raffinement et leur arduité. Sauf qu'à peine sortis de votre lieu de résidence, un petit groupe de 3 ou 4 types à l'apparence de samouraïs vous saute dessus et vous dépouille en vous menaçant de leurs sabres. Vous feriez quoi? En fait, vous venez de faire la rencontre des hommes ballottés par les vagues, peut-être plus connus sous le nom de Ronin. Aujourd'hui, le Ronin a vraiment une image très glamour, principalement dans les mangas, je pense par exemple à celui de Vagabond, où on suit les aventures du plus célèbre d'entre eux, Miyamoto Musashi, ou encore dans les très nombreux jeux vidéo qui vous demandent d'incarner un guerrier solitaire. Souvent, c'est lui qui, grâce au fait qu'il vit reclus d'une société de débauche, conserve les supposées vraies valeurs du guerrier traditionnel, avec l'honneur et l'art du sabre poussé à son paroxysme. Mais soyons sérieux 2 minutes. Ils étaient un vrai problème pour la société. Le Ronin, c'est littéralement le guerrier qui n'a pas de maître. Avant, durant les guerres entre seigneurs, être Ronin, c'était pas une situation enviable, mais ce n'est pas désespéré non plus. Tous les seigneurs avaient besoin de guerriers pour les guerres à mener, alors ils n'étaient pas toujours très regardants sur qui ils recrutaient. Vous pouviez facilement retrouver du service et même grimper les échelons. Mais une fois la paix rétablie durant l'époque Edo, on a un problème. Les samouraïs sans maître n'ont pas le droit d'en retrouver un. Quand tu es Ronin, c'est souvent définitif, sans espoir de pouvoir retrouver une vie stable. Tu
es littéralement foutu. Mais comment on devient Ronin? On le devient soit après une faute, mais c'est très rare, soit après la mort de son seigneur, ou soit après la dissolution du clan par le régime shogunal, et toutes ces raisons font que le nombre de Ronin aurait été de 400 000 au XVIIe siècle. Autant vous dire que la plupart vivent extrêmement pauvrement, et leur seul espoir, c'est souvent de redevenir un paysan. D'autres préfèrent tout plaquer pour rejoindre un monastère et devenir moine, tandis que certains ont de la chance et sont tellement forts avec un katana entre les doigts qu'ils deviennent maîtres d'armes, à l'instar du légendaire Miyamoto Musashi. Mais beaucoup n'ont pas d'autre choix que de devenir des bandits qui finissent par terroriser les marchands, les paysans et les imprudents locaux. Le problème devient tellement grave qu'en 1651, des Ronin vont même commencer à fomenter un complot contre le shogun lui-même. Évidemment, ils seront balayés, mais la répression sera terrible avec même des cas de crucifixion. Beaucoup de choses seront quand même tentées en haut lieu pour essayer de limiter ce nombre de Ronin, qui ne fera pourtant que de grandir au fur et à mesure du temps, mais ils resteront jusqu'à la fin de l'ère des samouraïs un problème de sécurité majeur au Japon, bien loin de leur image fantasmée. Tant qu'on est dans la criminalité des samouraïs de l'époque Edo, parlons des plus terribles d'entre eux. Les Kabuki-mono. Alors comment vous résumer un truc pareil? Bon, peut-être que vous connaissez le kabuki déjà. C'est un art de rue populaire, proche du théâtre, qui vise à parodier, souvent pour l'humour, certaines figures historiques ou contemporaines. Les vêtements sont excentriques, les grimaces sont spectaculaires, et tout est un peu genre over the top. Les Kabuki-mono, quant à eux, sont de jeunes samouraïs relativement défavorisés et en bas de la hiérarchie, qui sont affiliés à ces acteurs de kabuki à cause de leur tenue. Là où la société de l'époque Edo réclame une tenue soignée, réglementée jusqu'au chonmage, c'est-à-dire la coiffure dégarnie réglementaire pour la caste des samouraïs, les jeunes Kabuki-mono font tout l'inverse. Ils portent des cheveux longs, parfois même la barbe, s'habillent avec des kimonos féminins, avec des cols à velours. Parfois même, ils portent des croix chrétiennes autour du cou, à une époque où le christianisme était hautement interdit. Bref, le but c'est de revendiquer, de protester et de provoquer la société rigide de l'époque. Ce sont tout simplement des jeunes qui ne se retrouvent plus dans leur époque et qui se retrouvent en bande avec leur propre code et une loyauté entre eux qui va même au-delà de celle qu'ils sont censés avoir pour leur seigneur. Des sortes de fratries de jeunes guerriers qui n'hésitent pas à faire les 400 coups ensemble, voire même à s'engager dans de véritables actes criminels. Et plutôt que de porter un vulgaire katana sobre comme il était coutume à cette époque, ils préfèrent le maniement des odachi, ces sabres immenses qui demandent une escrime très particulière pour être maniés, toujours dans le but d'être en décalage avec la société de leur époque. Ils avaient aussi tendance à faire des paris, jouer et même organiser des jeux d'argent. Certains disent même que ce sont les ancêtres directs des fameux Yakuza, mais pour le coup, l'origine des Yakuza est assez incertaine, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. En fait, j'ai une meilleure comparaison, et je sais pas si vous voyez les gangs de voyous des années 80 au Japon, les Bosozoku, avec leur dégaine très particulière et leurs grosses motos qu'on retrouve d'ailleurs parfois dans les animés. Les Kabuki-mono, c'était littéralement ça, mais pour l'époque Edo. Mais paradoxalement, ce sont des jeunes qui sont quand même nostalgiques de l'ancien temps. Ils n'en peuvent plus du pacifisme de l'époque Edo et de sa rigidité. Eux, ils rêvent de l'époque Monomachi, où les guerriers se battaient sans relâche et où on pouvait prouver sa valeur sur le champ de bataille. Et c'est pour ça qu'ils disaient d'eux-mêmes qu'ils sont soit nés trop tard, soit ayant vécu trop longtemps. En fait, ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que l'histoire militaire du Japon est complexe. On ne peut pas juste désigner tous les combattants qui se sont battus durant des milliers d'années d'histoire comme de simples samouraïs. On a fait un beau tour d'horizon de différents groupes de guerriers japonais, mais j'en oublie encore beaucoup. Higokenin, Goshi, Shinobi, Tsuwamono, Buke, Kashin, Jito, Konde, les Ronin du Shinsengumi et j'en passe. Le Japon est un pays riche, dense, qui a su évoluer afin de s'adapter à ces nouvelles réalités. Et les guerriers ont fait pareil. Leur équipement a changé, leur façon de se battre a évolué également, et finalement de nouveaux groupes annexes se sont formés. Et une hiérarchie qui a elle-même évolué a été mise en place. C'est tout ça qui a changé au fur et à mesure du temps, pour donner à tous ces personnages formidables une identité différente, qui allait marquer l'histoire militaire de leur pays, bien loin de la seule image du légendaire samouraï.